Peut-être de répondre à vos questions, je voudrais donner quelques précisions. D'abord, vous voyez que beaucoup de gens parlent l'anglais. Et vous comprenez là, ce qu'on a d'ailleurs essayé de mettre dans l'exposition, c'est que l'OSE s'est occupé des juifs étrangers. Les juifs français n'avaient pas besoin de l'OSE. Ils connaissaient les codes, ils connaissaient les moyens de se cacher, ils avaient ce qu'il fallait. Donc, sortir les enfants des camps d'internement, c'était sortir les enfants de juifs étrangers. Les parents qui ont été raflés, aussi bien dans les rafles de la zone occupée à Tours le 15 et 16 juillet, et à Paris les 16 et 17 juillet, ce sont des juifs étrangers. Le sort des juifs français viendra après et progressivement. Donc les rafles massivement, c'est les rafles de juifs étrangers. Donc en fait, l'OSE va se trouver à s'occuper d'enfants de juifs étrangers. Vous avez aussi compris que elle en a envoyé certains aux États-Unis, mais que c'était très difficile, parce qu'il fallait des affidavits, il fallait donc ce qu'on appelait des permis de rentrer aux États-Unis venant de familles, et puis il y avait des limites d'âge. Et la quadrature du cercle, c'était les enfants qui approchaient les 15-16 ans. Parce que c'était ceux-là qui étaient déportables, c'est-à-dire arrêtés, susceptibles d'être arrêtés par la police française. Et il y en a qui ont été arrêtés dans les maisons de l'OSE, donc 15-16 ans. Mais c'est ceux-là, justement, qui ne pouvaient pas partir en Suisse, parce que la Suisse n'en voulait pas à partir de 16 ans, et que les États-Unis n'en voulaient pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils risquaient de prendre le pain des autochtones, parce que c'était des adultes, voilà, des jeunes adultes. Et c'était ceux-là qui ont été donc qui ont été le plus vulnérables. Il faut savoir aussi que après la guerre, un des gros services de l'OSE, ça a été ce qu'on a appelé le regroupement familial. C'est-à-dire d'essayer de trouver partout à l'étranger des lambeaux de famille pour que ces enfants puissent retourner. Et c'est pour ça que vous avez une grosse partie de ces enfants qu'on est allé interroger et qui sont partis aux USA et qui forment l'amicale des anciens de l'OSE en Amérique. Certains d'ailleurs ont été après, sont partis en Israël. Et la dernière chose, et après je réponds à vos questions, c'est la question de l'argent. On vous dit, oui, c'est le Joint qui a fourni l'argent. Oui, c'est très bien de dire ça. Mais vous savez qu'il était interdit par le gouvernement américain de faire venir de l'argent dans les pays occupés. On comprend la logique américaine, c'est de dire, mais si on envoie massivement de l'argent dans les pays occupés, ça va aller directement dans les caisses des nazis. Donc, l'argent devait passer par les pays neutres, c'est-à-dire la Suisse et Lisbonne. Donc, vous aviez des émissaires du Joint américain en Suisse et à Lisbonne. Et puis, c'était aussi des accords de clearing. Et dans ses mémoires, Joseph Weil dit, moi je suis allé en Suisse avec ma voiture et j'ai transporté des lingots d'or à l'intérieur de ma voiture pour les faire passer en France. Et tout le monde faisait passer de l'argent en petites coupures. Il y avait des passeurs qui, de France en Suisse, amenaient de l'argent. Georges Loinger m'a dit, moi, j'en mettais sur la selle de ma
de mon vélo. Parce que ce besoin d'argent, il était perpétuel. Il a fallu des énormes sommes d'argent pour entretenir les maisons d'enfants, sortir les enfants des camps. Parce que quand on vous dit que c'était légal, oui, mais vous avez vu que progressivement, c'était illégal. Qu'est-ce que ça voulait dire illégal? Ben, on graissait la patte au gardien qui tournait la tête, on coupait les fils barbelés et on passait les enfants. Donc, ça a été possible 41-42. À partir du moment où on projette les grandes rafles, c'est terminé. Mais les enfants sont à peu près sortis des camps d'internement. Donc, un besoin énorme, constant d'argent, qui a été une véritable casse-tête. Dernière casse-tête, c'est les faux papiers. Attention, pour les enfants, il n'y a pas besoin de faux papiers, mais il y a besoin de fausses cartes d'alimentation. Et ça, c'est tous les mois qu'on devait fournir des fausses cartes d'alimentation. Tous les mois, ça devait changer. Et on devait mettre les tampons. Et ça a été une entreprise perpétuelle. Et là, vous voyez, et j'arrête là et je réponds à vos questions, le rôle de Joseph Weil, il a été fondamental. Il a été fondamental parce que, on l'a mis dans l'exposition, il était appelé le prophète. C'est un homme politique. Il a une vision politique des choses. Et il a su entraîner cette organisation qui est une organisation sociale. Il a su lui donner l'envergure de passer de la légalité à la clandestinité et de lui donner les moyens en personnel, les moyens en argent. C'est lui qui a négocié avec la Suisse et avec Rothmund le nombre d'enfants seuls autorisés à passer en Suisse. Vous savez, c'était des convois de quelques enfants et la Suisse savait que ces enfants passaient seuls. Et donc, c'était autorisé. Mais c'était autorisé par la Suisse, à condition que les enfants ne coûtent rien. C'est-à-dire qu'ils étaient pris en charge par la communauté juive de Suisse et par des homes d'enfants, des maisons d'enfants mises en place par l'OSE, contrôlées d'ailleurs par Joseph Weil, pour les accueillir. Voilà, alors, est-ce qu'il y a des questions? Je rebondis sur ce que vous venez de dire juste à l'instant. Il faudrait peut-être préciser aussi qu'il y a quand même des jeunes enfants, enfin enfants ados en tout cas, qui ont été refoulés à la frontière allemande. Alors, pas des enfants des ados, 14 ans, contrôlés par les œuvres. C'est-à-dire ce pourcentage négocié de 1000 enfants dont la France et les œuvres envoyaient les noms. Mais ceux qui passaient tout seuls, les gens qui essayaient de passer tout seuls la frontière, et Ruth Fivas va en parler. Alors, il faut vous dire que nous avons filmé 7 heures ou 8 heures. On en a tiré 52 minutes. Et donc, il y a des films complémentaires d'historiens et de personnages, et elle explique, Ruth Fivas, qu'effectivement, le refoulement à la frontière, c'est une politique incontrôlable, parce que il y avait les règlements, et puis ça dépendait du douanier. Alors, le règlement, c'était quoi? Les familles avec des enfants de moins de 6 ans étaient autorisées à passer, n'étaient pas refoulées. Mais tout adolescent ou toute personne seule tentant de passer la frontière suisse pouvait être refoulé. Et refoulé, ça voulait dire être remis immédiatement aux autorités d'occupation et être déporté. Elle donne des chiffres. Alors, suivant les périodes, eh bien, la politique suisse a été
plus ou moins libéral, plus ou moins sévère. Et à l'annonce des grandes rafles, bien évidemment, elle a été sévère. C'est-à-dire les refoulements, eh bien, c'est au moment où il y a eu les grandes rafles et la panique. Alors, quand on dit les grandes rafles, c'est quoi? C'est en zone nord, juillet 42, et en zone sud, août 42. Voilà. Là, ça a été la curée. Après, il y a la zone italienne qui est envahie, c'est-à-dire septembre 43. De nouveau, les gens essayent de passer en Suisse, et de nouveau, eh bien, suivant les endroits, ils passent ou ils sont refoulés. Si tu permets, Cathy, je voudrais encore parler 2 minutes de mon père. Je peux en parler 1 heure aussi, mais ce n'est pas le lieu. Mon père n'est pas toute Lausée n'est pas mon père, mais enfin, mon contact avec Lausée, c'est à travers lui. Quand Cathy dit qu'il a véhiculé de l'or dans sa voiture depuis la Suisse jusqu'à la France, il était aidé par des contrebandiers qui connaissaient parfaitement tous les sentiers de la montagne. Et pendant la guerre, les contrebandiers étaient des héros. Puis en 1945, ils sont devenus des délinquants. Donc moi, il y a des contrebandiers que j'ai bien connus parce qu'ils venaient nous voir. Nous avons habité Genève à Paris 1943. J'en ai connu plusieurs qui venaient nous voir, qui venaient chercher mon père. C'était donc des héros, et puis après 1945, ben, ils sont retournés en prison quand ils se faisaient choper. Et puis, parler de mon père en tant que prophète, je me rappelle très bien que mon père avait lu Mein Kampf de Hitler avant la guerre, et qu'il a toujours dit, ce qu'il a écrit, il le fera. Alors que beaucoup de gens disaient, ce sont les délires de cinglé. Il a passé beaucoup alors qu'il y avait une clientèle, il avait passé l'internat, il était chef de clinique à l'hôpital et il s'est installé en 27. Il a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre les autorités locales, départementales, de ce danger. Et des dangers du parti autonomiste alsacien qui était pro-nazi. Il est allé jusqu'à, avec des amis, cambrioler les locaux du parti autonomiste pour trouver des preuves. Alors, ils ont volé des documents pour les montrer aux autorités. Mais l'esprit du temps, c'était autre chose et il n'a jamais pu convaincre. Il a envoyé des rapports au gouvernement français de l'époque. Hein. Et alors, vous avez vu Georges Loinger, vous savez que maintenant il a 103 ans, il est encore bon pied, bon oeil, il est toujours vivant. Malheureusement, toutes les autres, nos grandes dames de Lausée, toutes celles que vous avez là, voilà, elles ont toutes disparu. Nini est morte il y a 1 an et demi, et la dernière, il y a 1 mois, c'est Lily Garel. Mais toutes, elles ne sont plus là. Vous voyez, c'est l'hécatombe. Hein? Vivette, il y a longtemps, il y a les enfants. Et alors, pour vous raconter l'histoire de Georges Loinger, tout le monde se connaissait. C'est toute la mafia de Strasbourg, hein, ils sont tous strasbourgeois là-dedans. Et Georges Loinger était prof de gym. Et alors, Georges Loinger faisait des études d'ingénieur. Et Joseph Weil, et il était très bon en sport. Joseph Weil vient le voir, c'était l'aîné, le grand, c'était et lui dit, t'es trop bon en sport, tu vas arrêter tes études et tu vas devenir moniteur de sport pour la jeunesse juive. Alors vous imaginez la tête des parents Loinger, mais Georges Loinger a obéi, et c'est vrai qu'il est devenu le moniteur de sport dans les maisons de Lausée de la guerre, puis ensuite moniteur de sport des éclaireurs israélites, et ça lui a servi quand il a fait passer, d'abord parce qu'il était prisonnier de guerre, il s'est évadé, et aussi parce que c'était un grand sportif, et puis ça lui a servi dans tous ses passages en Espagne, des passages en Suisse. La seule fois où il y a eu une catastrophe, c'est quand il a passé ses propres enfants. Il en tremble à chaque fois quand il en parle. Bon, ça s'est bien passé, mais il y a eu le passeur a été dénoncé, il y a les Allemands avec les chiens, et donc il a pris Guy un de ses fils était tout petit puisqu'il le portait sur ses épaules,
Et il a pris sa femme et son autre fils, et heureusement qu'il était un bon sportif, parce qu'ils ont couru, ils sont arrivés à semer les chiens, et finalement, bon, voilà, personne n'a été arrêté. Mais c'est la seule fois. Est-ce qu'il y avait beaucoup de nationalités étrangères? Oui. Alors, d'abord, est-ce que vous avez vu l'histoire de Norbert Bicalès et de cette histoire de château de Quincy? C'est très drôle, cette histoire. Alors, beaucoup, c'est avant tout des juifs du Reich allemand. Hein, c'est surtout des enfants qui sont arrivés par ces fameux Kindertransport après la nuit de cristal, qui sont donc soit allemands, soit autrichiens, soit tchécoslovaques. Ça, c'est ceux qui arrivent tout seuls et que l'OSE prend en charge. Alors, je vous raconte juste, parce que c'est bon, dans les trucs dramatiques, c'est assez drôle. C'est on voit 40 jeunes berlinois qui arrivent début 39 dans un château du comte Hubert de Montbrison, le château de Quincy sous Sénart. C'était un comte rouge, il était socialiste et en même temps il était lié au Romanov. Et il avait acheté le château de Quincy sous Sénart pour sa maîtresse, la princesse Palais, et qui elle aussi était liée au Romanov, et qui fait venir des orphelines russes blancs. Donc, vous voyez, on est en 18-19, donc juste après la révolution bolchevique. Puis, ces jeunes filles s'en vont et le comte fait venir des filles de responsables espagnols de la guerre d'Espagne. Alors on change de... Hein, c'est les rouges, elles sont là. Et comme il a créé un comité d'accueil d'étrangers, il fait venir des jeunes garçons juifs berlinois qui arrivent, ils sont 40, et avec des moniteurs, donc toute l'année 39, ces jeunes berlinois vont apprendre le français, et puis arrive la déclaration de guerre, l'exode, ces jeunes partent avec leurs moniteurs, ils tournent en rond, comme tout le monde, comme beaucoup, c'est-à-dire qu'ils sont rattrapés par l'armée allemande, et ils retournent où? Ils retournent au château. Donc, quand ils retournent au château, ils ont fait un rond dans l'eau de 150 km et ça a duré 15 jours. Quand ils arrivent au château de Quincy sous Sénart, eh bien, l'armée allemande avait pris possession du château. Il y avait donc des soldats allemands. Et effectivement, très vite, ils s'aperçoivent que ça parle allemand, les jeunes. Et ils se mettent à jouer au foot ensemble. Ben oui, tout le monde parle allemand. Mais vous pensez bien que le comte Hubert de Montbrison, affolé, ne sait plus quoi faire de ces 40 jeunes, et c'est là qu'il les confie à l'OSE. Et c'est là que Norbert raconte que il passe la ligne de démarcation et qu'il déchire les lettres de ses parents. Et voilà, c'est les seuls, c'est tout ce qu'il avait de ses parents, évidemment, qu'il ne va pas revoir. Voilà, c'est cette histoire du comte Hubert de Montbrison à Quincy sous Sénart. Qui a écrit ses mémoires. Qui a écrit sous Sénart. Alors, c'est le fils qui a écrit ses mémoires. C'est Christian de Montbrison. Haut en couleur. Tout à fait. Et sa parente a été internée au camp de Mont. De la Lande. Ils étaient propriétaires du château qui était à Saint-Avertin. Voilà. Le château de Angers. Voilà, il a tout connu, Christian de Montbrison. Et il vit encore. Mon père a écrit ses mémoires qu'il nous a remis
à nous, c'est 3 fils, c'est que j'ai publié, qui a été publié en 2002, je crois, par un éditeur qui a fait faillite. Il y a à peu près 200 exemplaires qui ont été écoulés. Donc le livre est introuvable, l'éditeur n'existe plus, mais il a toujours les droits, donc on ne peut pas le rééditer. Mais j'ai une nièce, Aude, qui s'est passionnée pour la vie de son grand-père et qui, depuis des années maintenant, fait des recherches, fouille les archives, va voir Cathy, va voir Lauzé, elle était à Rivesaltes, elle était à Gurs, enfin elle fait un très très gros travail. Et j'espère qu'elle s'apprête à réécrire une biographie de son grand-père. Elle vient faire Elle vient faire une conférence ici, je ne sais plus quand, le jeudi 6 février, date facile à retenir. C'était l'anniversaire de ma maman. Et donc je vous invite vivement à venir. Et dans son autobiographie, en route, mon père parle de ces jeunes arrivés de Buchenwald, qui, pour ceux qui étaient là, c'était des sauvages. Alors ça c'est une autre... Là on est dans l'après-guerre, hein, Oui, les qui reviennent. Voilà. Je voulais juste poser une question. Sur la photo, on voit à un moment donné Pierre Dac qui arrive quand il y a le train sur la photo là. Le train de Buchenwald où il y a son père. Oui, on voit et quelle est la participation de Pierre Dac qui était donc celui Pierre Dac, C'est pas Pierre Dac. Non, il doit ressembler, mais c'est pas lui. Il y a mon Il y père a à ton gauche, père, il doit y et le avoir docteur Revel. Revel, Gaston Revel. Gaston Revel, qui était un otorhinolaryngologue de Strasbourg, qui a également œuvré avec mon père, dont la femme était la meilleure amie de ma mère. Elle doit ressembler. Alors, c'est une photo, étrange, hein. on ne sait pas d'où elle vient. Parce que lorsqu'on a édité le livre de mon père, j'ai cherché des photos, et on a donc voulu s'assurer de droit, etc. Alors, cette photo circule partout, mais personne ne sait qui l'a prise, personne ne sait d'où elle vient, personne ne sait exactement quand elle a été prise. Oui. Le train, il y a marqué Buchenwald. Donc on suppose que c'est... Orphelin, il y a marqué orphelin. Et dans une des photos, il y a marqué « Où sont nos parents ?» C'est une photo qui est soit prise à Écouis, parce que ces 426 arrivent dans un préventorium de l'Eure, à Écouis, ou bien c'est pris à Thionville, parce qu'il y a eu 2 trains qui ont été... certains sont partis en Suisse, les plus malades sont partis en Suisse, et les 426 pris par Lauzé sont arrivés directement à Écouis. Alors effectivement, c'était pas le calibre habituel des enfants de Lauzé. Voilà. C'est des garçons qui avaient survécu aux pires épreuves et qui étaient devenus des sauvages. Et d'ailleurs, juste, je vous dis, ils ne venaient pas de l'Ouest. C'est pas... Parce qu'on a l'habitude de dire Buchenwald, c'est le camp où étaient les politiques et où, par exemple, c'est bien connu des Français, les résistants français, c'est Dachau, Buchenwald, donc ça, on connaît. Non, c'est des jeunes enfants dont les plus jeunes ont 8 ans. Ça veut dire, ils ne sont pas nombreux, mais ça veut dire que lorsque la guerre arrive, ils en ont 4. Comment ils ont survécu? Ils ont survécu à quoi? Au ghetto, aux camps de travail forcé, et les camps épouvantables, certains Auschwitz-Birkenau, les marches de la mort et l'arrivée à Buchenwald. Il y a 1 millier de jeunes. Alors, attention, la majorité, c'est entre 18 et 22 ans, et en plus, ils ont trafiqué leur âge pour pouvoir arriver en France. Alors, il a été négocié avec le gouvernement provisoire. Là encore, et la France est généreuse puisqu'elle les fait venir, qu'elle est en pleine... On est en 1945, hein, mais attention, à condition qu'ils ne coûtent rien. Donc c'est pour ça que Lauzé les prend en charge, et si Lauzé les prend en charge, il y a l'argent du joint derrière. Hein. Mais il y a toute une organisation, et puis... la France dit d'abord ils vont en quarantaine, parce qu'on veut voir. Et c'est vrai qu'ils arrivent dans ce préventorium d'Écouis qui a été bien aménagé. Bon, mais voilà, ils se retrouvent en camp. Et eux, ils n'imaginaient pas ça du tout.
Personne n'imaginait ça. Losé avait fait venir des jardinières d'enfants. Nini, elle était jardinière d'enfants. Ils étaient tous amoureux d'elle, là. Gabi Cohen, la belle Nini. Ben, elle était jardinière d'enfants. Pourquoi Losé l'avait employée? Il pensait que c'était des petits. Il y a eu un tas de machins, de marché noir, enfin bon, il se sentait prisonnier. Et c'est vrai qu'il a fallu un certain temps pour que ces jeunes reviennent à une vie normale. Écoui n'a pas duré longtemps. Écoui a duré, ils arrivent en juillet 45, il reste 2 mois. Les plus religieux, dont Elie Wiesel, et c'est ce qui est raconté dans la maison de Nina, dans le livre La maison de Nina, c'est d'eux qu'on parle d'ailleurs. Bon. Et ils sont mis à part à leur demande parce qu'ils voulaient de la nourriture cachère, ils voulaient revivre leur vie juive de leur jeunesse, donc des shtetl de Pologne. Il y en a un qui parle à la fin, celui qui dit moi, Losé m'a permis de retomber en enfance. C'en est un d'entre eux. Et c'est juste ça. C'est la possibilité de retrouver le moment où ils ont été... voilà, où tout bascule pour eux. Est-ce que le château de la Versine est également une création de Losé? Alors, le château de la Versine, c'est les éclaireurs israélites. Et c'est la continuation de Moissac. Et vous savez que la Versine est maintenant repris par Losé, parce qu'il y a eu... Enfin bon, c'était un centre pour enfants, et c'est Losé qui le reprend. Donc, c'est toute une histoire là. Hein. On est content, Losé est content de reprendre la Versine parce que c'est la mémoire, c'est l'histoire de la guerre. Et c'est vrai que comme c'était les 100 ans de Losé, on n'a pas pu y insister, mais les éclaireurs israélites et Losé marchent main dans la main. D'abord parce que beaucoup viennent du même creuset alsacien. C'est André Salomon qui crée les éclaireurs israélites de Strasbourg. C'est Joseph Veil qui crée la centrale fédérative de tous les mouvements de jeunesse à Strasbourg. Donc tout le monde se connaît et tout le monde va se retrouver dans le sauvetage des enfants. Et toutes les convoyeuses... Alors, les éclaireurs israélites s'occupaient des adolescents. Pourquoi? Parce que c'était des camps scouts. Donc, ils se partageaient le travail. Lorsqu'ils sortaient les enfants des camps d'internement, ils travaillaient ensemble. Et puis, grosso modo, hein, parce qu'il y a eu des choses différentes, mais les éclaireurs israélites s'occupaient dans les fermes-écoles, à Moissac, dans les maisons des adolescents, et Losé s'occupait des plus jeunes. Mais pourtant, à la Versine, excusez-moi. La Versine, c'est l'après-guerre. Hein? Ah oui, mais parce qu'il y a eu quand même pas mal de jeunes juifs rapatriés d'Afrique du Nord. C'était quand alors? Oui, mais alors, ça, c'est le travail des œuvres juives après, à partir non, ça arrive beaucoup plus tôt. Je vais vous dire, dans les fiches de Losé, déjà 48-49, on voit des noms d'Afrique du Nord. C'est la même chose pour les éclaireurs israélites. Le foyer de Neuilly, par exemple, qui était tenu par Beugy, Elisabeth Hirsch, la sœur de Chata Simon, donc la grande de Moissac, c'était pour l'accueil d'adolescents d'Afrique du Nord. Donc, ça commence, on voit des noms changer dans
dans les listes à partir de 48-49. N'oubliez pas qu'il y a 56 l'Égypte, et combien de jeunes et de familles égyptiennes sont arrivées avec une petite valise seulement, donc il a fallu secourir et s'occuper de ses enfants. Puis ensuite 56 quand même, c'est aussi le Maroc et la Tunisie, évidemment le gros étant 72. Mais ça arrive progressivement. Je voulais juste dire que pour les enfants qui ont été séparés, les enfants dits de Buchenwald, ils sont venus dans le Loir-et-Cher, dans une maison qui est à Amblois, qui n'est pas très loin d'ici. Alors, ces fameux 80 religieux qui ont demandé dès leur arrivée d'abord de la nourriture cachère et partent tout de suite dans la maison d'Amblois qui est donnée par la famille Melbar, prêtée. Et ils vont y rester quelques mois. Elie Wiesel en parle de manière magnifique dans ses mémoires. Tous les fleuves vont à la mer. Et de cette... là, ils se sont reconstruits. Ça a été un pont entre les camps et la vraie vie, on va dire. Oui, ils étaient là. Et alors, parce qu'on a fait un livre de témoignages avec Éric Gozlan, et ils allaient à Vendôme chez le photographe, et toutes les semaines, ils dépensaient leur argent en photos. Ils se faisaient photographier avec leur costume de déportés, avec des chapeaux, tout seul, pas tout seul, comme s'il fallait, par les photos, se prouver qu'ils existaient. Oui. Et on a énormément de photos qui datent de cette période à Vendôme. Excusez-moi, Lorte est venu après. Qui? Lorte, Non, Lorte, elle est en même temps. Alors, d'abord, Lorte, c'est la grande sœur de Lauzet. Vous avez vu, on l'a mis là. Elle a été créée en 1886 ou 80, alors que Lauzet est créé en 1912, à Saint-Pétersbourg. Elle suit exactement le même chemin, c'est-à-dire qu'elle est mise à la porte de la Russie soviétique au même moment, qu'elle va à Berlin, comme Lauzet, et quand vous voyez en 1930 le petit film qu'on a trouvé, on l'a trouvé d'ailleurs à l'Horte mondiale, le petit film d'Einstein qui parle en allemand. Moi je croyais qu'il parlait en anglais, en fait non, il parle en allemand. Et c'est une campagne de levée de fonds pour l'Horte et pour Lauzet. Alors, l'Horte et Lauzet se retrouvent en France au même moment, en 1933. Ils se retrouvent dans les camps d'internement parce que Lauzet, c'est des médecins qui s'occupent donc de la santé et l'Horte qui s'occupe d'ateliers. Il y avait même dans les camps d'internement des ateliers de l'Horte. Il y avait des ateliers de l'Horte dans les maisons de Lauzet et dans les maisons des EI pendant la guerre, et évidemment après-guerre. Donc là encore, c'est une association qui marche, qui suit le même trajet, la même trajectoire. Il y avait quelqu'un d'autre qui... Vous n'avez pas parlé de Judith Amelinière. Ah oui, il y a Bellini et il y a Judith. Voilà, c'est vrai. Je crois que je pense que là, dans le petit film, dans Elie Wiesel, il dit Judith et Nini. Alors, c'est vrai que Judith était plus en retrait parce qu'elle s'occupait de tout ce qui était gestion d'Amblois. Elle est arrivée pour s'occuper des enfants de Buchenwald à Amblois et après à Taverny.
Donc, oui, elle a été très importante. Elle a été très importante pour l'ensemble du groupe. Elle est toujours vivante, bien que... Bon, elle est en maison de retraite, avec Margot Cohn, qui était l'autre, qui était l'amie de Nini. Et là, c'est assez étonnant dans ce circuit Garel. Nini dit j'étais spécifique, c'est-à-dire que dans le jargon, c'est comme les enfants spécifiques ou aspécifiques. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est ce mot spécifique, aspécifique? Eh bien, dans la clandestinité, celles qui pouvaient rentrer dans le réseau Garel, c'était des jeunes femmes qui n'avaient pas l'air juives. Voilà. Et Nini le dit, elle dit, moi on m'a reconnue dans le train. Et donc, on lui a donné, on lui a confié aussi des convoyages d'enfants, mais dans le sud de la France, du côté de Nice et de Béziers. C'était calculé par Joseph Veil et par Georges Garel. Et donc, ne rentrer dans le circuit clandestin que des jeunes femmes qui avaient une couverture professionnelle irréprochable. Souvent, c'était couverture soit de la Croix-Rouge, soit du Secours national. Alors, je ne donne jamais d'argent à la Croix-Rouge parce que je n'oublie pas ce qu'elle a refusé d'alimenter, de donner à boire aux déportés juifs dans les trains de déportation, mais il faut dire que suivant les régions, elle a beaucoup aidé les associations juives et en particulier à donner des couvertures professionnelles. Et puis, ces organisations pétainistes comme le Secours national, eh bien, souvent, ou les Compagnons de France. Loinger avait sa carte des Compagnons de France bleue. Mon père a travaillé pour ce Secours national avant d'entrer à Lausée. Eh ben, moi, je voilà. me rappelle qu'on parcourait les campagnes en Dordogne, à bord d'une voiture, Secours national. Et oui, ça a été très utile, ça a été très important. Ceci dit, le Secours national a été très vite noyauté par des gens de la résistance. Très vite. Donc, voilà. Bon, il paraît que ça tourne. Écoutez, j'ai quelques films qu'on vend 10 € au profit de Lausée, qui est là-bas. Et quelques livres. Voilà. Il y a un pot d'amitié. Et le rendez-vous, c'est... Non, c'est autre jour. Non, dans 15 jours.